Voilà, il y en a deux. Voilà. Bonjour à tout le monde. Je regarde en même temps si ça fonctionne bien sur le live voilà, qui est diffusé en même temps sur Facebook et sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, nous accueillons des acteurs d'Occitanie pour parler jean en chambre. Donc on va découvrir un petit peu comment cette filière s'est remise en place, en partant de la culture du chanvre jusqu'à la confection du jean et en passant par le tissage. Donc toutes les étapes sont faites en Occitanie.
Donc, il y a Julien Tuffery qui va nous parler de la partie confection et Mathieu qui va nous parler de la culture du chanvre dans le Lot. Et Fabrice Massé qui va animer cette... voilà. Donc, bonne rencontre, à tout à l'heure. Merci Richard. Alors, donc je suis Fabrice Massé, journaliste à Magazine. Là, non. Fabrice Massé, Magazine Art de Ville. Et je ne suis pas très usagé de ce type d'animation, mais enfin, allez, on m'a demandé ça très très gentiment, je n'ai pas pu dire non. Alors voilà. Donc, on va parler du chanvre. Julien, Mathieu, vous allez avoir la parole l'un après l'autre, et puis vous allez nous expliquer tout bien mieux que moi, et la parole s'échangera ensuite avec le public, et tout ira pour le mieux. Donc, Julien, vous êtes tailleur depuis 120 ans. Vous ne les faites pas. Il faut que vous nous expliquiez ça. Alors, oui, bonjour. Alors, bonjour à tous. Ravi d'être ici. Donc, nous, on est. Alors, je dis nous parce que Julien Tuffery, tout seul chez Atelier Tuffery, il n'est absolument personne. Notamment personne sans Myriam, mon épouse, qui co-gère l'entreprise avec moi, et toute la formidable équipe. Donc, c'est pour ça, un préambule surtout. Alors, c'est super. Là, on va vous dire plein de choses géniales. N'hésitez pas à venir, déplacez-vous dans nos ateliers. Vous y verrez encore des choses folles. Donc, oui, 120 ans, même si on ne les fait pas, parce que moi, du coup, la boîte a été fondée par mon arrière-grand-père. Toujours emblématique de l'espace Cévenol, Nord Cévenol. Donc nous, on est la 4e génération, et il y a vraiment eu toujours cette notion d'ancrage territorial. Et c'est super parce que finalement, au travers du chanvre, on a aussi tout l'historique. Là, on va beaucoup parler d'innovation. D'accord. Mais mon arrière-grand-père faisait des jeans en chanvre. D'accord. Alors déjà, il faut qu'on sache tout de suite, le suspense n'a que trop duré. Êtes-vous, oui ou non, l'inventeur du jean, votre famille? Alors, est-ce qu'on est l'inventeur du jean? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une évidence que mon arrière-grand-père faisait partie de ces tailleurs chez qui, en fait, on est venu taper à la porte pour fabriquer ce surpantalon de travail. Et notamment, nous, la marque donc fondée. Les plus anciennes archives de pantalons en toile de Nîmes datent de 1892, tout simplement parce qu'en fait, ça correspondait à une époque où sur le territoire de Florac, pour ceux qui connaissent, en fait, il y a eu l'ouverture d'une ligne de chemin de fer qui était emblématique, ce qu'on a appelé le CFD, qui traversait les Cévennes de Sainte-Cécile-d'Andorge, enfin on va dire à l'est, jusqu'à Florac. Et en fait, à cette époque-là, enfin, je pense que vous avez tous traversé plus ou moins les Cévennes. C'est tout droit et ça monte pas et ça tourne pas. Imaginez, il y a 130 ans, y faire passer un train à l'intérieur. En fait, il y a énormément de gens qui sont venus casser des cailloux pendant X années. Il faut y aller. Et donc, à cette époque-là, en 1892, ils ne faisaient pas www.vêtementsdetravail.com. Donc, ils allaient chez leur tailleur du coin, et ils demandaient un habit qui soit résistant, robuste, facile d'entretien et surtout économique. Et c'est là où mon arrière-grand-père et sans doute tant d'autres se sont mis à utiliser cette fameuse toile de Nîmes qui n'était pas du tout destinée à l'habillement à l'époque. Mais c'est un peu, ce génial marketing de la très célèbre marque américaine pour la conquête de l'Ouest. Il s'est passé exactement la même chose dans beaucoup de régions de France où on a juste cherché le bon sens. Elle était faite en quoi alors du coup, cette toile de Nîmes? Les premières serges, ce qu'on appelait les serges de Nîmes, étaient faites avec des fibres locales. On retrouvait des serges avec de la soie, de la laine, du chanvre, du lin, et déjà du chanvre, de l'ortie, et bien évidemment, c'était des fibres locales. Et c'est aussi pour ça qu'avec Mathieu, vous le racontera bien mieux que moi, mais on en a fait une énorme priorité du chanvre, parce que ce qui est super, c'est que la plante peut pousser dans la jardinière devant l'atelier. D'accord, on a bien compris. Donc de cette longue histoire, alors d'abord, comment est-ce que vous êtes venu ici? Parce que vous avez fabriqué des masques pendant le confinement, n'est-ce pas? Vous avez fait partie de ce mouvement, les Noël Grisettes. Et là aussi, c'est une aventure qu'on aimerait bien connaître un peu. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? On connaît Richard quand même depuis quelques années maintenant. On a toujours, comment dire, la présence aussi de Mathieu. C'est enfin nous, on a deux sens tous les matins quand on se réveille avec Myriam de dire ok, bien évidemment,
Enfin, il n'y a pas de secret. Hein. Si on veut continuer à prospérer, il faut vendre un gros paquet de jeans le plus possible, communiquer, faire toute la partie, on va dire, business de la marque. Mais nous, si on a repris l'entreprise, les deux ingénieurs qu'on était dans des carrières bien établies, c'est aussi pour donner du sens à pourquoi on entreprend et pourquoi on se lève tous les matins. Et dans ce sens-là, il y a aussi toute cette notion d'essayer de tisser des liens territoriaux. Donc, on est très sensible à tout ça. Hein. On connaît très bien, voilà, typiquement, si vous connaissez l'histoire de la botte gardienne, c'est vous remplacez cuir par jean et jean par cuir. C'est à peu près les mêmes cabours, comme on dit par chez nous. Et du coup, moi, ce tiers-lieu, alors on est un peu asphyxié de travail en ce moment. On a du mal à sortir de l'atelier avec Myriam, mais je trouve que ces démarches-là, de ces lieux-là, est-ce que je ne sais pas si on peut appeler ça un tiers-lieu, Richard ? Solidaire, qui crée du lien, qui partage des savoir-faire, qui échange des matières, qui échange des tuyaux. C'est super parce qu'on en a foncièrement besoin. Et encore une fois, là, je vous passe un gros, Caroline, Richard, un gros appel du pied. Si le formidable atelier de Flora, qui commence quand même à être sacrément performant, peut vous être utile pour mettre en orbite ce lieu-là, la porte est ouverte. Ça se mérite un peu, les 2 petites heures de route, mais la route est belle. Et donc, c'est à partir de cette démarche un peu solidaire que vous êtes amené à faire des masques. Mais cette valeur de solidarité, vous l'avez chevillée au corps, et c'est ce qui vous a amené à utiliser cette fibre, le chanvre, à nouveau. Expliquez-nous en quoi cette fibre est-elle plus intéressante pour le jean désormais, et dans la mode en particulier. Alors, moi, je vais pas prendre tous les honneurs parce que là, pour le coup, c'est sa faute. Hein. C'est complètement sa faute. On va voir ça. Non, nous, pour le coup, on aime se dire. Alors aujourd'hui, c'est toujours un peu particulier parce qu'on est quand même donc bientôt en 2022. Souvent, comment dire, la notoriété et l'existence d'une marque, c'est en gros sa capacité à être très bon sur Instagram. Ça peut rapidement, alors c'est pas nous épuiser, mais du coup, on se fait un point d'honneur à se dire, enfin nous, on est absolument persuadé avec Myriam que sans doute alors là, c'est que nous, hein, mais la mode qui réussira demain, c'est sans doute celle qui mettra le moins de distance entre le consommateur final et le producteur. Et s'il y a encore moins de distance entre le consommateur final, le confectionneur et l'approvisionnement de filières, c'est génial. Donc nous, pareil, on est très à la pointe, je pense, sur toutes ces notions de RSE. Alors ça aussi, aujourd'hui, quand on parle de ça, c'est souvent le bon bilan RSE qu'il faut présenter à un comité de direction, machin. Puis derrière, c'est un peu le gros bazar. Nous, on a vraiment, c'est pour ça qu'on n'a pas appelé ça la RSE, avec Myriam, on a appelé ça le bon sens. Notre RSE, c'est le bon sens. Il n'y a pas une décision qui est prise dans la gestion de l'entreprise sur la formation, le sourcing, les modèles, nos partenariats, qui sont nos filateurs, nos tisseurs, tout ça, sans que ce soit plein de bon sens. Déjà, le jean a été inventé parce qu'on avait besoin de bon sens. Et forcément, dans cette notion de bon sens, il y a la recherche des filières les plus courtes possibles. Alors, on est déjà quand même plutôt pas mal. Je ne sais pas si j'ai la prétention de dire à la pointe sur les circuits courts on va dire, dans la filière jean. Mais il y a 6 ans de ça, j'ai reçu, pareil, un appel d'un grand malade, comme on peut en être, qui, justement, au travers de Virgo, avait à cœur de développer cette filière chanvre textile. Et forcément, quand le coup de téléphone a sonné, je pense qu'il nous a fallu un quart de seconde pour se dire punaise, mais oui, mais bien sûr que c'est génial. Donc, c'est de vous que vient la démarche. C'est vous qui avez impulsé cette innovation. Alors, racontez. Ça marche. Alors, oui, je vais vous raconter un peu l'histoire de Virgo. Donc, effectivement, il y a en 2016, avec des compagnons dans le Lot, on voulait relancer en fait la culture du chanvre comme une. Enfin bon, voilà, je ne vais pas faire un exposé trop long sur le chanvre, mais c'est vrai que c'est une plante qui a un intérêt écologique très fort. Hein. C'est vraiment une plante locomotive de l'agriculture biologique qui est très adaptée à nos territoires et qui peut vraiment aider, je pense, pas toute seule, mais peut aider l'humanité dans sa problématique de lutte contre le changement climatique. Donc l'objectif au départ, c'était de replanter du chanvre dans les vallées du Lot du département du Lot, hein, dont la rivière Lot. Pour cette transition écologique. Et au départ, on était plutôt orienté sur le bâtiment, voilà. Puis en fait, on a rapidement vu qu'il y avait des très grosses barrières à l'entrée, que c'était une très grosse industrie, que c'était pas pour nous. Et puis là, on a croisé. Alors c'est vraiment une histoire de personnes. Hein. On a croisé des gens sur notre chemin
dont Tuffery évidemment, mais d'autres gens avant, et notamment une personne qui est clé dans toute cette histoire qui s'appelle Pierre Amadieu, qui est un personnage important du chanvre en France et qui est lotois, et avec qui on a beaucoup échangé, et qui nous a dit, mais écoutez les gars, si vous voulez faire quelque chose sur le chanvre, faites-le, mais sur le textile. Alors, moi, j'étais pas du tout du textile, hein. Moi je viens de l'humanitaire d'urgence, donc ça n'a rien à voir. Je travaillais très longtemps à l'étranger, voilà, pour diverses ONG. Et voilà, donc vous cherchiez à faire œuvre utile en faveur voilà, de la transition écologique. C'est ça. Et vous vous êtes dit que faire dans la région où je suis. Vous en avez parlé avec quelques amis et vous vous êtes dit, tiens, le chanvre, exactement. C'est pas spontané comme démarche, on y pense. Alors il se trouve qu'un des fondateurs de Virgo, donc qui s'appelle aussi Mathieu, est éco-constructeur, donc il utilise beaucoup d'isolants en chanvre dans le bâtiment. C'était un petit peu l'idée au départ était partie de ça. Il y avait quand même un besoin, voilà. C'est pas le chanvre pour le chanvre, mais voilà. Et du coup, on a commencé à faire notre petit bonhomme de chemin là-dedans. On a rencontré beaucoup de gens. Alors, pour rappel, quand même, il y a eu quelques années de longs projets en région anciennement Midi-Pyrénées qui s'appelait Fibnatex, qui était un projet qui était financé par l'Union européenne, qui était mené par l'Institut catholique des arts et métiers à Toulouse, qui a travaillé en fait sur les fibres techniques et textiles avec un certain nombre d'industriels, notamment du bassin textile de Castres-Mazamet. Les établissements Plot, pour ceux qui connaissent, la filature de Garotte, qui a aujourd'hui disparu, et quelques autres, Emmanuel Amalric. Et ils avaient eu des résultats assez intéressants, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait eu des résultats. Voilà. Bon, bref, mais ça n'a jamais rencontré son public, mais nous, ça nous a permis en fait d'acquérir un certain nombre de connaissances. Ce qu'on a compris très rapidement, si vous voulez, et au risque d'être décevant, si vous voulez, c'est que pour pouvoir aller du chanvre brut jusqu'au fil et ensuite au tissage et au vêtement, il y a tout un tas d'étapes dans transformation qui n'existent pas. Voilà, elles n'existent pas. Donc, si vous voulez, il fallait tout refaire depuis le début, quoi. Donc, une chose, c'était de relancer l'agriculture. Mais ça, si vous voulez, d'une certaine manière, c'était le cadet des soucis. Parce que quand vous alliez voir un agriculteur, les agriculteurs, c'est pas compliqué. Ils disent, moi, si tu me signes un contrat et que tu m'assures que tu me prends la production, je te fais tout le chanvre que tu veux. D'accord. Alors, l'enjeu, c'est d'avoir la transformation et le débouché. Donc, cette plante en elle-même, déjà, parlez-nous d'elle-même, de la plante. Quelles sont ses vertus? Quels sont les éléments qui la distinguent et qui, effectivement, entrent dans l'objectif général de la transition écologique et après donc de la production économique. Et simplement, Mathieu, sur ton histoire, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est là aujourd'hui, c'est presque devenu très branchouille de parler de chanvre. Ça y est, c'est presque acquis. Là, on parle de la rencontre d'il y a 6-7 ans, quand des Lotois du fin fond du Lot rencontrent des Cévenols et qu'on parle de chanvre, enfin rapidement, voilà, vous avez compris que ça peut être très dénoté. Non, en fait, on a compris que vous vouliez planquer votre propre consommation à travers un chanvre. On s'est coupé les cheveux depuis. Oui. Non, et ça c'est pour ça qu'il y a eu ce travail, enfin un peu ce travail de pèlerin pour vraiment repartir de zéro, parce qu'on était rapidement dans les caricatures un peu babacool ah oui, ok, encore une bonne idée de Cévenol. Et aujourd'hui, c'est assez intéressant. On voit des grandes maisons, des grandes marques qui prennent le virage du chanvre. Et c'est là où c'est chouette. Et l'abnégation était super. Et peut-être, Mathieu, parce que quand tu dis il n'y a plus rien qui existait, peut-être que vous vous posez la question en mode mais s'il n'y a plus rien qui existait, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Ouais. Laquelle? Oui, on peut expliquer rapidement pourquoi est-ce qu'effectivement il n'y avait rien sur le chanvre. C'est très intéressant. Le chanvre, on en produisait jusqu'à la moitié du 19e siècle de manière extrêmement vaste en Europe, parce que ça avait deux fonctions majeures. Déjà d'une, ça partait dans les cordages de bateaux et les voiles. Donc c'était une ressource stratégique. Vous n'aviez pas de chanvre, vous n'aviez pas de marine. Donc on n'allait pas en Amérique, on ne faisait pas les guerres napoléoniennes. Enfin, c'était ultra stratégique. D'ailleurs, Colbert s'y était pas trompé, puisque la mise en place d'un certain nombre de manufactures, notamment la corderie de Rochefort, etc., était totalement dédiée à produire à partir de chanvre. Voilà. Donc on produisait du chanvre un peu partout en France, et c'était pour les paysans ça avait un double emploi. C'était à la fois la culture de rente, c'est-à-dire que ça permettait de vendre, c'était ce qui permettait d'avoir des liquidités,
Et de deux, ça permettait aux gens de fabriquer leur propre textile. Donc on filait comme on faisait avec la laine, mais effectivement à la maison le soir, je ne sais pas, dans le canton, on faisait, on filait le chanvre et on faisait ces fameux draps que vous pourrez retrouver aujourd'hui dans les brocantes, etc. Mais évidemment, au milieu du 19e siècle, si vous voulez, il y a un double coup de boutoir qui assassine la production de chanvre. C'est d'une, l'apparition de la marine à vapeur, et de deux, l'inondation mondiale de tissus en coton qui sort des manufactures anglaises et qui vient remplacer tous les textiles locaux, en fait. Bon, c'était, voilà. Et ça, d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'on est tombé sur des documents de la deuxième moitié du 19e où très clairement, il y avait des questions de mode. Et dans les campagnes, on ne voulait pas venir à la fête du village avec sa chemise en chanvre. On était un pouilleux, quoi. C'était déjà la mondialisation à l'œuvre. Tout à fait, oui, c'était bien sûr l'histoire du coton, c'est le début de la révolution industrielle. Et voilà. Donc ça, c'est le premier effondrement du chanvre, et ce qui explique en fait pourquoi il n'y a pas eu ce développement de machines et ce développement industriel qu'il y a pu y avoir sur d'autres matières. Ensuite, il y a une autre étape d'effondrement qui est très bien documentée, qui date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, c'est un vrai travail de lobbying politique qui a été mené aux États-Unis par les grandes industries de la pétrochimie, notamment DuPont de Nemours, pour imposer les fibres synthétiques, et notamment de l'ion, et qui à force de lobbying et a fait voter en fait par le gouvernement, enfin par le Congrès américain, le fameux Marijuana Act qui date de 1946 ou 47, je ne sais plus, qui a interdit la production de chanvre en utilisant l'excuse des effets psychotropes du cannabis, puisque c'est la même plante. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, donc ça a totalement rayé de la carte le chanvre dans les pays de l'orbite américain, enfin tous les alliés, etc. Mis à part la France, gaulliste, qui gardait un peu son indépendance par rapport à ça. C'est pour ça que la France reste encore aujourd'hui le plus gros producteur de chanvre en Europe de l'Ouest, et l'Union soviétique. Et c'est pour ça qu'on trouve encore des réduits de production de chanvre, on y viendra après, en Roumanie, en Ukraine, etc., parce qu'ils ont pu développer un certain nombre de choses. Mais bon, bref, du coup, tout ça fait qu'en fait, il n'y a pas du tout eu le développement industriel qu'il y a pu y avoir sur le coton, évidemment, mais aussi sur le lin ou sur la laine, et qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à un point où, effectivement, si on veut cultiver du chanvre et le transformer en fil, tout bêtement, on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas les machines. Il n'y a pas les machines pour cultiver comme il faut, il n'y a pas les machines pour défibrer comme il faut, etc., etc. Donc du coup, vous arrivez pile au bon moment, en plein plan de relance gouvernementale. Peut-être là, vous jouez une carte. Alors, peut-être pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, effectivement, le chanvre, ce qu'il a de très intéressant, c'est que sa vertu première, c'est quand même de pouvoir être cultivé de manière très vaste, et notamment ici, en Europe. Donc on fait pousser du chanvre sous toutes les latitudes, même si globalement, pour des aspects textiles, on se rend compte que c'est quand même plutôt dans les zones tempérées que c'est intéressant. Mais enfin, c'est quand même très vaste. Hein. Je veux dire, vous pouvez faire pousser du chanvre du Portugal jusqu'au Japon. Hein. Donc voilà. Et donc ça, c'est quand même voilà. Et puis c'est une plante qui nécessite quasiment pas d'eau, qui est très résistante aux maladies, qui est une très bonne plante à mettre en rotation avec d'autres cultures. Donc comme précédente céréales, par exemple, c'est très bon parce que ça. Au niveau du sol, elle a aussi beaucoup de vertus. En fait, elle est très couvrante, donc elle va empêcher les autres plantes de se développer. Donc une année avec du chanvre, ça va nettoyer votre champ d'un certain nombre d'adventices. Et en plus, et ça on le voit bien avec les agriculteurs avec lesquels on travaille, elle a tendance à ouvrir le sol, si vous voulez, elle rend le sol très meuble. Là, par exemple, il y a des agriculteurs à côté de chez moi, pour la culture de céréales d'hiver, ils laboureront même pas, parce que la terre est tellement ameublie qu'ils n'ont pas besoin de labourer derrière. Donc ça, c'est très intéressant pour ça. Après, je mets toujours un bémol à ça, c'est pas la plante en tant que telle qui est écologique, c'est la manière dont on le fait. Je veux dire, on peut très bien faire du coton très bien. Mais pourquoi on a fait du coton mal? Parce qu'on a voulu ne faire que du coton partout. Oui, le coton a besoin de beaucoup d'eau. Donc, oui, mais forcément, on va. Mais si vous cultivez du coton dans les zones pluviales et que vous le faites en respectant les rotations, le coton, c'est très bien. Il n'y a pas de problème.
On aura le moins chanvre, de place ici que. Le chanvre, c'est une fois Ailleurs. tous les 5 ans. Ouais. Si vous voulez vous mettre à remplacer tout par du chanvre, eh ben, vous allez rentrer dans des logiques de volume, etc. Vous allez faire du chanvre une fois tous les 2 ans, comme on fait avec le maïs semence. Et c'est là qu'on va rentrer dans des problèmes de maladies, d'épuisement des sols, etc., etc. Donc, le chanvre, c'est une super plante, mais toujours est-il, il faut quand même le faire en respectant le rythme de la nature. Et voilà. Oui, vous anticipez ma question suivante. C'est effectivement si on se remet à une culture industrialisée, une production, effectivement, à partir de là, de mode, et on bascule dans le travers des autres cultures. Et donc, comment on s'en sort? C'est un véritable cercle vicieux. Bon, alors, je ne sais pas si on a toute la solution, mais moi, si tu veux mon avis à moi, c'est que il n'y a pas une solution, si vous voulez. C'est un peu comme pour la question de l'énergie, c'est un bouquet de solutions. Moi, ma vision, c'est qu'on continuera à utiliser du coton, et c'est très bien comme ça. Il faudra juste que ce soit du beau coton, du coton bien fait. Et certainement que ça appellera à une augmentation du coût du coton, mais par contre, ça va permettre de converger avec d'autres plantes qui sont intéressantes. Voilà. Il y a le recyclage, évidemment, qui est essentiel pour essayer de moins consommer. Mais moi, je pense que voilà. Et en plus, le chanvre va répondre à un certain nombre de besoins et pas à d'autres. Nous, il y a beaucoup de gens qui nous contactent, par exemple, parce qu'ils veulent monter des marques, ils veulent faire des t-shirts en chanvre. Bon, sauf que pour faire un t-shirt, il faut un fil très fin qui doit pouvoir être tricoté. Enfin, je pense que la plupart des gens ici savent de quoi je parle. Mais et si vous voulez, pour obtenir un fil aussi fin avec du chanvre, ça implique en fait un travail sur la fibre qui est très énergivore, etc. Et qui fait que, quand bien même la culture a été très écologique au départ, la transformation a un tel impact que, en fait, moi, quand les gens me demandent ça, je dis mais non, mais faites un t-shirt en coton ou alors faites un t-shirt en lin. Le chanvre, ça va être bien pour faire du jean, ça va être bien pour faire de l'ameublement, ça va être bien pour faire des vestes. Peut-être que demain, on aura des techniques qui nous permettront de faire des fils plus fins en demandant moins d'énergie, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas complètement le cas. Donc, au niveau du contact de la peau, peut-être c'est moins confortable aussi que le coton. Non, c'est bien. Ouais, c'est super. Nous, c'est pareil, c'est la littérature dit depuis quand même très longtemps que c'est une des fibres naturelles les plus agréables au contact de la peau, à condition là aussi c'est exactement ce que disait Mathieu, c'est-à-dire que souvent les maisons de mode, en fait, on n'a pas du tout raisonné comme ça. C'est-à-dire qu'on a raisonné style en disant voilà, on veut ce style-là, on veut cette couleur, on veut cette forme, et que là qu'on a adapté la matière. Aujourd'hui, avec la fibre, le panel de fibres synthétiques qui est pléthorique, avec l'élastane, avec tout ça, on a pu toujours trouver une solution textile pour adapter un besoin mode. Là, du coup, c'est un peu ce qu'on dit avec le chanvre, c'est qu'on part d'un postulat qui est complètement à l'inverse. On a une matière qui est rustique, qui est bon, ça c'est les toutes premières générations, hein, mais qui est rude, qui est hyper difficile à travailler. On y reviendra, voire même hyper difficile à travailler. Mais du coup, on y adapte la forme. Et si c'est le cas, c'est super. Mais c'est super aussi parce qu'on s'est mis dans la plus grosse des difficultés. C'est-à-dire qu'on travaille le chanvre en fibre longue, c'est-à-dire qu'il n'est pas cotonisé. Là aussi, dans la magie de la communication d'aujourd'hui, beaucoup de marques commencent à parler du chanvre, notamment une très célèbre et grosse marque américaine de jeans, alors c'est rigolo parce que c'était peu de temps après qu'on ait communiqué nous sur nos recherches à base de chanvre, paf, Levi's, oh merde, je l'ai dit, Levi's communique sur son hemp denim et avec. Alors super, nous ça nous a beaucoup rassuré parce qu'on a dit en fait les routes des Cévennes et du Lot en fait on n'était pas tant à côté de la plaque que ça, mais par contre avec une méthode de travail qui va être un peu différente, c'est-à-dire que ça rejoint exactement ce que disait Mathieu, c'est-à-dire qu'ils l'ont cotonisé. Le chanvre, vous voyez à peu près la tronche de la plante, hein, vous voyez son cousin cannabis, c'est pas tout pareil. Donc on peut avoir là on pourra vous montrer des photos. Enfin dans le Lot ils ont ramassé des plantes de quasiment des tiges de 3 mètres et la fibre elle va de l'apex jusqu'aux racines. C'est-à-dire que c'est des fibres très longues. Et nous, on les travaille, on les garde en fibres longues. C'est ce qui va expliquer par la suite toutes nos galères de fabrication. Parce qu'en gros, chaque fibre, c'est une corde. Pour faire simple, une mini-corde très résistante. Ça casse tout, c'est l'enfer à travailler. Mais ce qui est super, c'est que le fait de le garder ainsi, c'est là où on va avoir le moins de transformation possible dans l'arrière de la filière jusqu'à nous. Ça, c'est important, mais il faut le savoir. Et du coup, on n'a pas toutes les possibilités avec le chanvre. Et l'exemple du t-shirt, il est parfait. Et la réponse de Mathieu, elle est encore plus parfaite.
Ben non, n'utilisez pas. À ce jour, n'utilisez pas du chanvre pour faire ça parce que déjà vous n'y arriverez pas, ce sera moche. Et puis c'est pas le bon rendu. Mais après, au contact de la peau, c'est génial. En fait, nous on en voit beaucoup. On en voit beaucoup en Asie parce qu'en plus les cultures asiatiques sont très friandes de ça. Et on a beaucoup de retours parce que ça fait quand même maintenant 5 ou 6 ans qu'on en vend. Et justement, ils disent qu'en climat très tropicalisé, c'est super parce qu'en fait, on n'a pas cette espèce de rétention d'humidité. On ne transpire pas. Enfin, c'est un super isolant en fait. Hein. C'est pour ça qu'on en met dans les maisons. C'est super. Et on a toujours ce contact on n'a ni froid ni chaud. Non, c'est un super thermorégulateur. Enfin, je sais pas si le terme il est exact, mais c'est super. C'est pour ça que ces draps en chambre avaient tant la cote auparavant. Vous faites appel à des stylistes, j'imagine, et évidemment, vous en avez en interne, en externe aussi peut-être? Nous, on est tout Que en interne. en interne. Ouais. Et donc, cette contrainte de la longueur de la tige, évidemment, c'est à eux qu'elle s'adresse. Et donc, quelle forme ils peuvent exprimer par ces contraintes? Quelles sont les limites, parce que vous en parlez, quelles sont les limites de leur créativité? Bon, mais déjà, un des points très forts qui joue en faveur du chanvre, c'est, on va dire, que la lente mort du slim fit rend beaucoup service au chanvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire un pantalon nous, c'est ce qu'on expliquait, pareil, on a eu des normes, alors c'est rigolo, de très gros médias, mode et tout ça, ou des collabs avec la recherche en disant, mais c'est super le chanvre, on a plein d'idées, alors on va faire un petit jean hyper ajusté. Alors là, j'ai dit, je vous arrête tout de suite. Erreur de casting, ce ne sera pas un chanvre, pour la même raison que le t-shirt. Donc du coup, ça c'est sûr. Et ensuite, on est obligé de repartir sur des choses qui sont assez déstructurées, assez amples, assez larges. Alors, c'est génial, les planètes s'alignent parce que je pense que je ne vous l'apprends pas. Tout repart au plutôt déstructuré et large et étroit. Donc nous, on a fait, et justement pas étroit. Et nous, on a travaillé le chanvre que sur des modèles un peu emblématiques de la maison. Alors la maison Tuffery est particulière, c'est qu'on travaille des formes de jeans particulières. Et par exemple, on a affecter la fibre de chanvre que sur des modèles chanvre compatibles, c'est-à-dire plutôt large, plutôt ample, parce que sinon, on peut le faire, mais c'est juste inconfortable Donc, possible. Bientôt le retour de la mode de la cape, peut-être? Ah ben ça, typiquement, on ferait une cape en chanvre sans problème. Faire un duffel coat, faire un caban, faire des pièces un peu couvrantes, un peu fluides, aucun problème. D'accord, parfait. Est-ce que vous avez songé à contacter, alors je ne sais pas si vous voulez qu'on continue sur le jean, mais est-ce que vous avez songé à contacter d'autres fabricants en bagagerie Oui. ou après, je vais peut-être, en ameublement avant de passer là-dessus, je vais juste terminer sur un peu le cheminement des choses, parce que il y a quand même des détails qui ne sont pas des détails qui sont très importants. Donc là, j'expliquais qu'en fait, il y a rien pour transformer du chanvre en fil, donc il faut tout recréer. Donc, si vous voulez, nous, on n'avait pas les moyens, puis on n'est pas des industriels, etc. Donc, on a fait un petit pari un peu voilà, au départ, quoi. Donc, on a dit on va acheter du fil de chanvre là où on en trouve au plus proche, et avec les gens qu'on avait rencontrés dans le cadre de ce projet Filmnatex dont je parlais, on va essayer de faire une toile en jean. Donc, on a acheté du fil en Roumanie, parce que c'est l'endroit le plus proche où on peut trouver du fil de chanvre en France. Hein. Et donc là, vous en avez un bout de bobine, vous pourrez voir, qu'on a fait teindre chez Plot, à Mazamet, et qu'ensuite on a tissé avec Éric Carlier, que certains d'entre vous connaissent, et qui est tisseur avec lequel maintenant on travaille de manière permanente. Et donc on a fait cette toile, et puis effectivement c'est comme ça qu'un jour on s'est rencontrés avec Julien et Myriam, et que c'était l'évidence même de travailler sur ces jeans-là. Donc là, Julien nous a dit c'est super, il faut faire de la toile. Donc on a dit ok, on va faire de la toile, sauf que l'objectif c'est pas de faire des toiles de jeans avec du fil qui vient de Roumanie. L'objectif c'est de donc en fait ce qu'on a fait, c'est c'est ça, je pense, qui est vraiment vertueux dans ce système-là, c'est qu'on a travaillé sur l'aval avec Atelier Tuffery et maintenant aussi avec d'autres marques. Et ça permet de justifier tout le travail de développement en amont. Parce que par contre, là, quand on parle de contractualiser avec les agriculteurs, travailler sur une machine de défibrage dans laquelle on a déjà investi 200 000 euros, travailler avec les filateurs jusqu'à ce qu'il y ait la bonne qualité de chanvre, etc. Et ça, en fait, c'est des années et des années et des années de travail. Et c'est beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. On n'y est pas encore. Donc, si vous voulez, on arrive à faire un certain nombre de choses avec le chanvre qu'on produit en local. La machine qui défibre, qui est dans le lot, elle fait une très belle qualité de fibre. On maîtrise bien la culture. Expliquez-nous comment
Défibrer, ça veut dire quoi? Parce qu'on, Si vous voulez, c'est une machine qui, un peu de la même manière que les machines du lin, si vous voulez, c'est des marteaux en fait qui pivotent les uns sur les autres comme ça, et la fibre passe dedans. Et en fait, ça va venir séparer la fibre qui est externe sur la plante de chanvre. C'est ce qu'on appelle une plante libérienne, comme le lin ou l'ortie, et qui va séparer en fait cette fibre des ciments pectiques qui lient l'ensemble de la plante et de la chaîne vote qui est au cœur de la plante et qui, elle, va servir après, soit dans le bâtiment, soit dans la literie animale, soit dans un certain nombre d'autres applications. Et donc, la première étape, c'est de défibrer. Et c'est de défibrer, comme l'a dit Julien, en étant capable de garder la longueur maximale de la fibre. Une fois que vous avez obtenu cette fibre, dont la qualité dépend beaucoup de la manière dont vous l'avez cultivée, ce qui explique aussi pourquoi la France est, bien que la France soit le plus gros producteur de chanvre en Europe de l'Ouest, la France n'est pas en capacité aujourd'hui de répondre aux besoins du chanvre textile parce que les chanvrières françaises sont prévues pour la construction et donc elles ne cultivent pas le chanvre dans une perspective textile. Et c'est pour ça que la solution qu'ils ont trouvée, c'est effectivement la cotonisation, parce que là, on peut attaquer la fibre avec des machines extrêmement agressives, voire avec des procédés chimiques, qui permettent en fait d'isoler la fibre unitaire du chanvre pour pouvoir la mélanger avec du coton et la passer dans des filatures open-end, qui sont d'autres types de filatures. Et nous, c'est pas ce qu'on essaye de faire. Nous, on va garder la longueur, comme pour le lin. Et du coup, après, de rentrer dans la filière de filatures qui sont aujourd'hui les filatures du lin, et qui sont vraiment des filières d'excellence. Hein. On a la chance en France d'avoir quand même une filière lin absolument exemplaire. Et les filateurs de lin, dont on travaille très étroitement avec Peignage du Mortier, pour ceux qui connaissent, puis avec Safilin, peut-être demain avec Linificio, même si c'est un petit peu plus compliqué. Mais si vous voulez, eux, ils n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir du chanvre pour pouvoir filer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils sont monoproduits, ils ne travaillent que le lin, et c'est un vrai souci pour eux. Parce qu'ils sont totalement dépendants du prix du lin, des aléas climatiques. Là, ils viennent de faire 2 très mauvaises récoltes de lin, 2021-2020. C'est pour ça que le prix du lin est en train de crever le plafond. Là, ça prend 20% par mois, enfin, c'est délirant. Et j'exagère un peu, mais ça va vraiment très vite. C'est délirant. Et si vous voulez, du coup, ils ont besoin d'autres produits. Voilà. Donc nous, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Donc cette machine, elle a été développée, elle est dans le Lot. C'est une forme de tête de série, pour reprendre des termes du textile. Donc c'est la première machine d'une série de machines qui doivent être de plus en plus performantes. Voilà, nous on a produit, on a monté crescendo sur la production de chanvre. Là cette année on a fait 75 hectares dans toute la région. Il y en a eu ici dans l'Hérault, hein, du côté de Pézenas, il y en a eu dans le Tarn, dans le Gers, dans l'Aveyron, en Lozère aussi, voilà. Donc on a beaucoup de stock de chanvre qui est plutôt de très bonne qualité d'un point de vue textile. Maintenant, il faut que la machine soit en capacité de traiter cette quantité de chanvre. Le débit n'est pas encore au rendez-vous, donc on travaille quotidiennement avec Pierre Amadieu pour améliorer ça. Mais bon, on est sur une bonne voie, quoi, quand même. Donc voilà. Quand vous dites nous, c'est la COP, oui. Qui s'est entourée évidemment de partenaires. Oui. Qui sont ces partenaires? Alors il y a Pierre Amadieu qui a une société qui s'appelle Impact, dont Virgo Cop est associée fondatrice, hein, et qui est vraiment c'est la clé de voûte. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez cette défibreuse derrière, voilà, vous pouvez. Voilà. Après, on a d'autres partenaires, bon, les agriculteurs évidemment. On travaille avec d'autres gens qui sont pas là aujourd'hui, mais voilà, Julien Bonnet par exemple, qui s'occupe de toute la partie agricole. Et lui-même est ingénieur agronome. Et puis après, il y a d'autres partenaires. Bon, chemin faisant, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, nos liens se sont resserrés avec Atelier Tuffery. On travaillait avec un certain nombre de tisseurs dans le Tarn. Il y en a un des tisseurs qui allait fermer sans repreneur. Bon, avec Julien, Myriam, Eric, on s'est regardé, on a dit, on va pas laisser fermer ce tisseur. Donc, on a décidé de racheter l'atelier de tissage. Donc, on a racheté un atelier de tissage il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois, enfin 7 mois. Qui était à côté de Castres, et qui s'appelle maintenant Tissage d'Autan, mais qui était anciennement les établissements Pistre, et qui nous permettent d'aller plus loin dans le développement de nouveaux tissus, etc., à partir de chanvre, mais aussi à partir de plein d'autres choses, parce qu'on travaille aussi sur la laine. Hier, on était avec des éleveurs sur le Cosméjean pour travailler sur la valorisation de la laine des troupeaux de la Cône. Donc maintenant, le travail est plus vaste aussi, qu'on travaille sur les filières de manière générale. Dans la Startup Nation dans laquelle nous sommes, vous êtes forcément appuyé sur un incubateur. Il y a la région qui est dans le coup.
Non, Non. Où est-ce que c'est vraiment l'artisanat pur et simple, le plus primaire Si, on est quand même Oui. sur un terreau entrepreneurial oui. plus que bienveillant, parce que, Ça, et c'est notamment à nous, enfin, on ne le remerciera jamais assez, Madame la Présidente de région, et Ouais. toutes ces équipes sont très sensibles, j'ai presque envie de dire enfin, à tout ce qu'ils appellent l'économie de filière. Et ça, c'est super. Enfin, nous, en plus, avec Myriam, on a cette très lourde responsabilité, c'est que, enfin, pour nous, c'est un peu lourd cette pression qu'on a sur nos épaules, parce que nous, on vend le produit final. Donc, on est un peu la tête de proue de tout ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que si à la fin, on ne vend pas des jeans, on n'a pas pu, parce que pareil, du coup, on est devenu sociétaire de Virgo, on a racheté le tissage, on a fait tout ça. Mais ça passe que parce qu'en fait, on vend des pantalons. Et encore une fois, hein, si c'était juste l'histoire de répondre au buzz, de vendre des milliers de pantalons et faire une énorme marge, punaise, on n'aurait pas fait ça, quoi. On aurait commandé des containers de fil, qui viennent de très loin. On aurait juste prononcé le mot chanvre. On dirait, c'est super. On aurait un peu surfé sur cette chose-là qui devient très branchouille, très tendance. Et les choses se seraient placées beaucoup, beaucoup plus vite. Mais alors, c'est pas ce qui nous intéresse. Alors, je vais pas dire que ce qui nous intéresse, c'est pas la réussite. La réussite nous intéresse, mais on sait que quand on parle de réintroduction de filières de A à Z, si on n'est pas inscrit dans le temps long, ça ne marchera pas. Et est-ce que vous avez évalué effectivement le potentiel de cette filière? J'imagine qu'il y a eu des audits, enfin j'ai vu quelque chose, ne serait-ce qu'une étude de marché toute bête. Ah ben c'est colossal. Si tant oui, est qu'une étude puisse être écoutez, bête. en fait, on n'est même pas capable de quantifier la part du chanvre dans le textile. C'est-à-dire que c'est tellement infinitésimal qu'on ne peut même pas donner un chiffre. C'est 0,001% du textile mondial. Tout ce qui est gagné Pardon ? Tout ce qui est gagné est gagné. Donc, non, mais voilà, enfin, je veux dire, il y a un espace bénéficiaire. gigantesque. Et d'ailleurs, il y a d'autres projets qui travaillent aussi sur le chanvre textile qui sont en train de faire des pas de géants. Hein. Je pense notamment en Normandie, les lignées, qui est aussi un outil industriel très intéressant pour faire ça. Là-dessus, si vous voulez, nous, il n'y a pas un jour où on n'a pas quelqu'un qui nous contacte pour avoir du chanvre, pour faire. Alors parfois, c'est un peu farfelu, mais parce bon. Que vous cochez quand même beaucoup de cases, quand même. Hein. Oui. Celle de la transition, celle de l'emploi et même de l'insertion, il me semble un petit peu. Vous avez tout le monde devrait être derrière vous. Après, peut-être pour rebondir sur ce que disait Julien, c'est vrai que je pense que la région s'y est pas trompée. Quand je faisais la moue, c'était parce qu'on n'a pas été dans un incubateur. Par contre, effectivement, la région nous a beaucoup appuyé, et notamment l'agence ADOC qui nous a beaucoup suivis. Alors, je remercie notamment, je ne sais pas s'il nous écoute, mais Hugues Albouy qui nous a beaucoup accompagnés. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Et effectivement, je le dis avec toute la modestie nécessaire, mais si le chanvre se retrouve avec d'autres plantes dans le contrat filière textile de la région, aux côtés de la laine et du cuir, clairement, c'est parce qu'il y a eu un travail commun avec la région qui fait qu'à un moment, c'est devenu une évidence que voilà. Et ce projet-là, c'est nous, il n'y a que nous qui travaillons là-dessus en région, en tout cas. Hein, je ne parle pas en France, évidemment. Est-ce que vous avez pris contact, par exemple, avec Alès, les mines d'Alès, pour essayer de voir si on ne peut pas monter une machine qui serait très, très performante et qui vous aiderait dans votre démarche? Oui, nous on est plutôt, nous on est dans le Lot, c'est notre aire de réseautage, c'est plutôt Toulouse, donc Alès, on n'a pas forcément, mais bon, pourquoi pas. Vous avez tort. Non, mais alors, quand même pour la petite histoire, il y a eu des essais qui ont été faits il y a quelques années. Ça n'a pas été exploité pour l'instant, mais de micronisation de la chaîne VOT. Je pense que c'est l'entreprise de M. Ben Abdillah à Alès. Expliquez juste ça, parce que je n'ai pas compris. Micronisation de la chaîne VOT. Alors, la chaîne VOT, c'est le cœur de la plante. D'accord. Donc, c'est une partie cellulosique qu'on va mettre. Alors, son application classique, c'est de la mélanger avec de la chaux pour faire ce qu'on appelle du béton de chanvre. Donc, ça, vous pouvez en fait projeter sur des murs. Ça permet à la fois de créer le mur et de créer de l'isolant. On peut l'utiliser en litière, c'est très bien dans le paillage animal, etc. C'est très réputé d'ailleurs dans les haras de chevaux. Hein. Donc là encore, on voit bien que vous cochez une case essentielle en ce moment. Ça préoccupe vraiment l'ensemble de l'humanité. Et on n'a pas parlé de la nutrition, on n'a pas parlé de la pharmaco. C'est vrai que cette plante est quand même incroyable. Effectivement, à Toulouse, j'ai vu qu'une entreprise s'était lancée et qui a fait de la nourriture à partir de chanvre. V21, je crois. Vous connaissez Émilie Capel. Et voilà.
Et simplement sur la partie, tu parlais de la partie incubation. Oui. Ce qui est assez formidable aussi, c'est que, enfin, on a toujours l'habitude de dire, bien évidemment, qu'on a besoin de ces énormes appuis institutionnels et régionaux, parce que ça permet de mettre des gros paquets de beurre dans les épinards quand même. Ça, c'est hyper important. Enfin, on le dit et on le dira jamais assez, et c'est super. Mais après, ce qui est formidable, c'est toujours quand il y a un projet qui est assis sur le. Encore une fois, je suis un peu lourd avec ça, je m'en excuse, mais qui est assis sur plein de bon sens. En fait, on arrive tout naturellement à fédérer les personnes autour. Et nous, typiquement, nous, marque de prêt-à-porter, nous, marque avec une clientèle très parisienne, je dis ça avec beaucoup d'amour et de respect. Pour nous, ça nous fait un bien incroyable. Par exemple, hier, Mathieu était à Florac et on était au milieu du Cosme-Méjean. On était à table avec tout le réseau des agriculteurs, très lozériens, hein, je parle, c'est mes amis, hein, mais très très bien lozériens, très terroir, sur la collecte de la laine qui ensuite servira à la création des pièces. Et ça, en fait, c'est hyper enrichissant pour nous parce que c'est vraiment, enfin, on a ce lien. Et c'est là où c'est cool, c'est que souvent, cette mode, elle était trop derrière les vitrines, que vitrines. Mais en fait, derrière, il y a toute une tripotée d'acteurs et c'est formidable. Et j'aime dire, je te disais un petit peu avant le début de la conférence, je ne vais pas parler de revanche parce que ce serait un coup un peu guerrier revanchard, mais c'est la brillance de la ruralité, en fait. La ruralité, elle porte des solutions de demain qui sont super. Et en plus, alors nous, j'ai encore plus le droit de le dire parce que Lozère, département le moins peuplé de France, enfin, aujourd'hui, on a une espèce d'alignement des planètes qui est super. Il y a encore 15 ans de ça, qui parlait de ruralité, qui parlait de Made in France, qui parlait de Effectivement, c'est la revanche du territoire. C'est vrai, c'est ce qu'on disait. C'est ça. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a un écho. Enfin, il y a vraiment, ça trouve un écho. Ne serait-ce que sur la partie un petit peu mode photo. Mon père me disait, qui a toujours fabriqué ses jeans à Florac. Il disait, punaise, il y a encore 15 ans de ça. Ne serait-ce que faire descendre des super photographes, des super mannequins. Ne serait-ce qu'à Montpellier, c'était la croix et la bannière. Donc, à Florac, je t'en parle même pas. Aujourd'hui, ça devient hyper hype et hyper tendance de monter à Florac au milieu des Cévennes, faire des photos. Mais c'est super. Et du coup, il faut encore plus le valoriser. Et en plus, derrière, on met en lien vraiment des acteurs. Et c'est finalement, pareil, on parle d'innovation, mais c'est ce qui se faisait il y a un siècle. Parce qu'en fait, on n'avait pas bien le choix, quoi. C'était le marchand de tissu parler avec son producteur de fibres. Moi, je voudrais rebondir parce que moi, il me semble, si vous voulez, après ces 5 ans là d'expérience, moi, je veux dire que pour faire écho à ce que vous dites sur l'incubation, en fait, je pense que le succès, si on peut parler de succès pour l'instant, mais en tout cas la bonne voie sur laquelle on est, elle fonctionne parce qu'à un moment, on a été là pour faire le liant entre les acteurs. Et je pense que c'est ça, en fait, la clé. C'est-à-dire que des gens, il y en a. Les agriculteurs, ils sont là. Les éleveurs de laine, ils sont là. De moutons, je veux dire, qui ont de la laine à disposition, ils sont là. Les confectionnaires, ils sont là. Mais le truc, c'est vrai que moi, je vois maintenant, je passe énormément de temps à Castres-Mazamet. Il y a des usines, vous poussez la porte. Il n'y a même pas un panneau pour dire où vous arrivez. Vous rentrez, je veux dire, les types, ils sont pas connectés, si vous voulez. S'il n'y a pas à un moment quelqu'un qui vient et qui fait la connexion entre les différents maillons, mais le truc se fait pas naturellement. Alors, si en plus vous rajoutez là-dessus que le textile a été vécu dans des bassins comme Castres-Mazamet comme un effondrement, c'est-à-dire que dans la tête des gens, c'est un effondrement. Culturellement, c'est difficile. Ouais. Oui, vous ne pouvez pas dire. Alors que là, tout d'un coup, vous dites, mais en fait, non, c'est chouette le textile, regarde. Regarde ce qu'on fait à Florac, regarde ce qu'on fait, voilà. Et donc, tout d'un ça prend un jour plus ensoleillé, plus positif. Et du coup, il y a des gens qui veulent y revenir, y compris pour travailler devant des métiers à tisser. C'est quand même pas tous les jours très rigolo. Et ça, c'est vraiment, je crois que c'est là que la magie s'est opérée, c'est dans cette capacité à mettre les acteurs en réseau, quoi. Voilà. Et ça, certainement, donc si on a été bon sur un point, c'est là-dessus. Ça s'inscrit forcément dans le temps long. On le comprend, il faut y aller, c'est du porte-à-porte, oui, ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc là, on est un petit peu hors les clous pour la start-up, mais c'est ça. Et nous, pour l'incubation et la levée de fonds. Parce que c'est vrai que on se dit, l'idée est géniale. On voit bien que la filière est toute tracée. Elle a trouvé son temps, son heure. Allons-y. Il suffit peut-être de quelques investisseurs, business angels, et le levée de fonds va avoir un succès fou. Après, nous, on a fait le choix, enfin là, je parle pour Virgo, on a fait le choix de monter une coopérative. Donc ça, c'est un super modèle parce que ça permet à n'importe qui de devenir sociétaire de la coopérative. Petit message à passer. Voilà, petit message. Si vous voulez devenir sociétaire de Virgo.com, vous êtes bienvenus.
Voilà, j'en suis le président, mais de facto, c'est la règle d'une coopérative. Donc, c'est une personne, une voix. Hein, ma voix n'est pas prépondérante. Et Atelier Tufiri, qui est le plus gros contributeur à ce jour de VirgoCoop, n'a qu'une voix, comme la personne qui n'a acheté qu'une part. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est pas très start-up. Et non, voilà. Effectivement. Donc, mais si vous voulez, le modèle start-up, ça se discute, mais c'est pas vraiment nous le modèle qu'on préconise. Voilà, on préconise plutôt le modèle de l'économie sociale et solidaire, où effectivement, il va y avoir un juste partage de la valeur entre l'ensemble. Voilà, de nouveau, le boulot qu'on a fait hier avec les éleveurs, c'était justement de discuter combien est-ce que l'éleveur est payé, combien. À la fin, on l'a réalisé ensemble. Si demain on fait un fil avec la laine du Cosméjean, des brebis lacones, ben ça va coûter le même prix que lorsqu'on achète 1 kilo de laine Mérinos. C'est triste, mais c'est le même prix. Alors on s'est regardé, on a dit qu'est-ce qu'on fait ? On fait ou on le fait pas ? Parce qu'évidemment, la laine lacone, elle n'aura jamais la qualité de la laine Mérinos. C'est comme ça, c'est structurel. C'est la qualité de la laine. Ben si, il faut quand même le faire. Parce qu'il va y avoir une demande, parce qu'on est en train de monter des filières, parce qu'on sait que tout le monde va être bien payé, que demain, c'est ce qu'on va pouvoir dire aux gens. Ça, d'ailleurs, ça peut être sanctionné par des labels, hein, des labels de commerce équitable, etc. On verra, peut-être qu'on travaillera dessus. Et moi, j'y crois très fort. Hein. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Mais aussi, ça marche, parce puisqu'on parle de prix, enfin, ça, c'est hyper important, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a une culture du prix, de la marge, de la valeur, qui est... Alors, hélas, c'est le très mauvais lieu pour dire ça, parce que ici vous êtes quand même plutôt câblé pour comprendre tout ça, mais c'est pas du tout compris. Typiquement, là, cette géniale toile de chanvre, ça rejoint la problématique de la laine qu'on achète aux éleveurs. On est, Mathieu, je sais pas s'il n'y a pas de secret, mais on passe les 30 euros du ouais, mètre. c'est ça, ouais, en gros, ouais, c'est ça. 30 euros hors taxe. Ouais. Pour faire un jean, surtout pour faire des gros jeans comme ça, là, il faut quasiment 1,35, 1,40 hors taxe. C'est-à-dire que vous n'avez pas commencé à bosser, qu'il y a déjà 45 euros hors taxe de matière. On n'a pas commencé à dérouler le rouleau, quoi. Donc, vous voyez ça. Derrière, sur le coût de revient d'un jean, je pense que j'apprends à personne ici, parce que l'empilement des marges d'un jean, quasiment 70 à 75%, c'est de la main-d'œuvre. Bon, là, forcément, quand tu achètes des toiles aussi chères, c'est un peu plus pondéré. Mais quand même, donc, imaginez ce coût de revient qui est stratosphérique, qui est presque une espèce de non-sens. Enfin, si vous allez voir n'importe quel retailer, vous annoncez le coût de revient de nos jeans en chanvre, ces jeans-là, ils sont en vente, je pense, 600 euros, quoi, minimum. Mais aujourd'hui, on le tient encore une fois, et c'est nous, tout ce travail qu'on fait avec Atelier Tufiri, et c'est presque ma plus belle des réussites avec Myriam, c'est vraiment cette notion de se dire, on a pu ramener un peu de bon sens dans cette chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, ces jeans, tous nos jeans, mais alors, particulièrement ces jeans en chanvre, nous coûtent un prix déraisonnable à fabriquer. Mais le fait qu'on vende nous-mêmes directement. C'est ça, vous n'avez pas de distributeur. Ben voilà, alors c'est ça, je frustre. Toute l'année, on reçoit, je sais pas, 30 demandes par jour de demandes de distribution. On a un mail tout fait avec beaucoup de pincettes, de gentillesse en disant on ne peut pas, pour deux raisons, on n'a pas les stocks et on n'a pas les marges. Et ça, c'est important. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a ce rôle clé de dire OK, cette fameuse mode de demain qui mettra le moins de distance entre le producteur et le consommateur, c'est pas pour faire du buzz, c'est pas tout ça, c'est parce qu'en fait, sinon, ça tombe à l'eau. Mais ce qui est super, et c'est là où on a une discussion qui est super, et c'est aussi pour ça qu'on a mis autant d'argent dans Virgo et dans Tissage d'Automne, c'est qu'on en est à un discours, un dialogue très sain avec Mathieu, un dialogue très sain avec les agriculteurs de Lozère, un dialogue très sain avec les producteurs de chanvre. C'est qu'en gros, moi, sur un jean à 240 balles, si on est, ça c'est un gros mot, hein, normalement, quand on dit ça dans le textile, il ne faut surtout pas dire ça, mais on n'est pas à 1 euro près de matière. On n'est pas à 1 euro près parce que derrière, on va l'absorber tout ça. Et ça, c'est hyper sain et ça permet de développer. Alors après, c'est pareil, hein, si on faisait ça pour devenir très riche demain, on n'aurait pas pris cette voie-là. Mais par contre, ce qui est super, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'investissement dans le temps. Et ça, c'est super. Et c'est parce qu'on a prouvé que ça marche. C'est parce qu'on a structuré un tisseur. Moi, aujourd'hui, c'est pareil. C'est que ça m'a... Quand Mathieu me dit « Ah, putain, j'ai été appelé par telle marque et tout pour vendre le jean et tout. » j'ai un peu un pincement au cœur en disant « Putain, cette toile-là, c'était la nôtre et tout. » Mais en fait, mais non, c'est pas du tout la nôtre. Et au contraire, plus on la vendra, c'est pour ça qu'on a pris autant de risques financiers au tisseur. Le petit Tufiri, tout seul, il fera rien du tout. Et c'est ça qui est chouette, c'est que nous, on a nos rôles-là. Et c'est aussi un peu le rôle peut-être de ces lieux-là. C'est qu'on ait des liens, on montre qu'on arrive à sortir des choses pour valider des modèles. Et depuis qu'on a eu quelques articles dans la presse, depuis qu'on a vendu des milliers de jeans en chanvre, ça n'a jamais été aussi facile pour parler chanvre. Donc, il faut toujours commencer par ce genre de choses-là, quoi. Est-ce que vous recyclez aussi vos
votre production? Est-ce que lorsqu'on a acheté, c'est très Nous, on répare beaucoup. On C'est répare. très tendance, là, il y a beaucoup de marques qui font ça désormais. Lorsqu'on a acheté quelque part, on peut ramener lorsque c'est usé. Et je ne sais pas ce que ça devient vraiment sérieusement, mais on en parle. Alors, est-ce que vous avez envie Alors nous, là, vous me tendez une perche, je suis obligé de la saisir, je suis désolé. Nous, on répare beaucoup. Alors c'est vrai que ça, on adore. Pareil, je sais qu'il y en a dans cette salle qui... Pardon, c'est que la maman, je pense, va faire téter la deuxième fournée. On répare beaucoup. C'est vraiment, nous, notre premier sens de l'éco-responsabilité. Après, il y a un énorme effet d'aubaine de communication sur la partie recyclée. C'est brillantissime. On prend des vieux jeans, on les met dans une machine, on fait des nouveaux jeans. Mais alléluia, c'est ce qu'il fallait faire. Si on va au 2e, 3e, 4e rideau derrière, c'est moins vertueux que ce que ça peut paraître, même s'il y a des très gros efforts qui sont faits. C'est qu'une fibre qui va être, donc un jean qui va être déchiqueté. Moi, on bosse beaucoup, on a beaucoup bossé avec la filature du parc à Brassac, qui était quand même un gros machin régional. Cette filature du parc, elle a investi dans une unité de défibrage pour refiler. Et moi, je lui ai parlé, je lui ai dit, mais mes déchets de coupe, mes vieux jeans, est-ce que vous voulez qu'on fasse ces fameuses campagnes très marketing, en mode ramenez vos jeans, vous aurez 10 € sur votre nouveau jean. Et là, il m'a dit, viens voir, Julien. Je suis allé dans un énorme hangar. Il a ouvert la porte. Il m'a dit, regarde, il y avait une montagne de jeans. Et il m'a dit, je peux les envoyer, hein, ça fera une collinette sur la montagne, mais derrière, il y a quand même un peu embouteillage parce que c'est pas aussi génial que cela puisse paraître. Et pour la simple aussi et bonne raison, c'est que si on veut faire un fil avec cette fibre-là qui est défibrée, la fibre sera moins solide et moins jolie, qu'on le veuille. Mais on répond à ça par le fait qu'on réintègre énormément de polyester dedans. Comme ça apporte la rigidité. Eh oui. Je ne vous apprends pas ici que l'impact de la fibre synthétique, de la fibre plastique à chaque lavage, c'est quand même une espèce d'aberration. Donc toujours, voilà, attention. Nous, c'est quelque chose sur lequel on ne s'est pas fixé une priorité. On a plutôt préféré massivement investir dans la partie collecte de fibres la plus vertueuse possible. Laine, lin, parce que c'est pareil, tissage d'autant. Vous ne rajoutez pas de polyester dedans. Et voilà, non, nous, c'est pour ça, des fois, on se le fait dire aussi tous les jours. Ouais. Putain, Julien, tes jeans, ils sont cool, mais ils sont un peu durs. Et ouais, parce qu'on intègre très peu ou normalement pas de polyester. D'accord, ok. Après, je ne dis pas qu'on a raison. Hein. Alors attention, hein, je ne donne de leçons à personne, c'est juste le côté notre choix à nous. Quoi. Ouais, il semblerait quand même qu'on aille dans ce sens-là. Quand on fait les c'est même vitrines, je ne suis pas sûr quand même. Oui. Au niveau, le bilan écologique, à nouveau, de la construction de vos jeans, par rapport à celui que je porte, par exemple, c'est un mauvais exemple, celui-là, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais oui, son bilan, là, il faut 7200 tonnes d'eau pour litres. Alors, excusez-moi, je vais sortir mes litres. C'est ça, 7500 litres d'eau pour fabriquer un jean. Évidemment, on intègre, ce sont des jeans en coton qui viennent de très loin. Là-dessus, je me permets d'intervenir parce que je pense que autant d'un côté, je comprends qu'il soit nécessaire d'avoir de la vulgarisation pour pouvoir parler aux gens avec des images qui sont claires, qui sont chocs, etc. Mais après, en fait, le diable se cache dans les détails. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire 7500 litres d'eau? Je veux dire, moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique sahélienne, qui sont des zones de production du coton. Si vous faites pousser du coton pendant la saison des pluies, il n'y a pas de problème. L'eau, elle vient du ciel. Donc, il y a peut-être 7500 litres d'eau, mais ce n'est pas grave. Effectivement, si vous faites du coton en Ouzbékistan et que vous videz la mer d'Aral, oui, là, il y a un problème. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le problème, c'est que si vous voulez... Il faut le teindre après. Moi, il faut le teindre, il faut le laver, le surlaver, le stone-washer, je ne sais pas quoi. Oui, après, il peut y avoir ces choses-là, mais je ne sais pas. Là, donc là, je porte un jean Tuffery. Hein, je parle sous ton... Oui. Je parle sous ton contrôle. Donc voilà, il est en coton. Hein, un coton qui vient d'un tisseur français, même un filateur français, à qui nous, on prend aussi du fil maintenant pour l'atelier de tissage. Donc c'est du coton bio. Enfin, je ne sais pas si celui de cette époque, voilà, mais voilà. Et si vous voulez, ces pantalons-là, toi, quand tu les fabriques, ils sont lavés une fois, c'est tout. Le noir et même pas. C'est aussi d'où l'intérêt de... Voilà.
Ouais, enfin, ce débat, il est vaste. Non, mais Mathieu il est a très très bien intéressant, répondu. si je peux me permettre. Mais nous, on y est. D'insister un peu. Oui, mais non, mais insistez donc. Mais nous, on y est. Alors, c'est génial parce qu'on y est confronté tous les jours à cette question, tous les jours en disant, moi, j'ai une. Alors, c'est aussi une aubaine de communication, mais on est sur le produit le plus catastrophique du monde. C'est-à-dire le jean, je pense que c'est l'objet le plus mondialisé qu'on puisse connaître. En effet. Et en plus, soi-disant, avec des quantités d'eau astronomiques. Mais là, encore une fois, tout dépend. Et ça aussi, c'est le. Moi, je déteste. On a des milliers de personnes qui viennent visiter l'atelier chaque année. C'est génial. On adore partager, on adore faire ça. Et toujours en préambule, je leur dis, ne comptez pas sur moi pour vous donner des leçons, de dire, ah, bouh, la fast fashion, c'est mal. Oui, tu fais, c'est génial. Nous, c'est juste, on vous donne des clés de compréhension, des clés de répartition. La première des choses, ce serait déjà de plutôt que. Vous savez combien se vend de jeans en France par an? Vous allez dire une bêtise, dites-la. Il se vend entre donc filière officielle il y a 2 ans, là, avant la petite fermeture des boutiques Covid, filière officielle de la filière prêt-à-porter France, il se vendait entre 85 et 90 millions de jeans en France par an. Voilà. Si déjà on commençait peut-être par se dire plutôt que d'en acheter 3 par an, on n'en achète qu'un. Bon, après on va pas faire une conférence sur l'éco-responsabilité, mais déjà derrière ça permettrait de quand même alléger un petit peu la filière et peut-être, comme disait Mathieu. Enfin, moi, j'étais pareil, je me suis beaucoup documenté sur le coton. J'ai eu la chance d'être académicien à l'Académie Hermès. Et on a eu le responsable du CIRAD qui nous a fait une conférence bluffante. Je veux dire, lui, il ne vendait pas des pantalons. Hein. Il n'était pas un groupe de presse, donc il a le droit de parler avec beaucoup d'objectivité. Et il nous a démontré par A plus B, mais ça, c'est intenable aujourd'hui, ce discours-là, que le coton, cette plante, Mathieu l'a très bien dit, si elle était au bon endroit, à bonne pluviométrie, c'était impeccable. Par contre, derrière, après aussi, quid de tout ce qui va être derrière, c'est-à-dire le blanchiment. Nous, c'est un peu particulier, mais à nos filateurs. L'indigo, c'est pas très propre non plus, il me semble. Mais ça va dépendre, là encore, comment et où c'est fait. Nous, c'est pareil. Donc, tout ce qui va être teinture, par exemple, on parle de Plo. Plo, il est à Castres, il est à Mazamet. Allez les visiter, ces gens-là. Ils ont investi des millions d'euros. Plo, alors c'est sûr que peut-être s'il était au fin fond de l'Afghanistan, comme sont aujourd'hui les leaders mondiaux des teintures, à l'issue de Seba, qu'il ouvrait une petite trappe derrière l'usine, ça partirait un peu loin, là, qu'on referme. Enfin, aujourd'hui, on a des solutions. On a des solutions qui sont. Est-ce qu'elles sont géniales? Je ne sais pas, mais en tout cas, elles apportent quand même un réel plus. Et nous, encore, c'est notre rôle. Et c'est ça qui est dur, parce que c'est presque la réussite de la Maison du Ferry, c'est presque ce qui se voit le moins. C'est ce qui se voit le moins sur Instagram, parce que ça, c'est très dur à raconter, c'est très dur à dire. Mais on a quand même cette sensation d'essayer d'œuvrer dans ce sens-là. Mais là encore, moi, je n'ai pas une toile de jean qui me coûte moins de 12 balles le mètre, quoi. Enfin, voilà, ceux qui connaissent, c'est hyper cher. Mais parce qu'on a fait ces choix-là aussi. Donc, est-ce que mes jeans sont les plus vertueux du monde? Je ne sais pas. Je ne le saurai jamais. Et puis même, je ne peux pas le dire. Mais par contre, c'est vrai qu'on essaie de. Enfin, en tout cas, on y passe du temps, de l'énergie, de l'argent. Et la démarche, pour que ça le soit, en tout cas. Et la démarche chambre, c'est important qu'on le sache. Moi, je vais rajouter quelques éléments parce que je crois que c'est une question de façon qui va s'imposer au milieu du textile très rapidement parce que, probablement, vous le savez, mais il y a une législation qui doit rentrer en vigueur théoriquement le 1er janvier 2023, qui est la législation sur le cycle de vie des produits et qui va permettre d'appliquer un score comme sur les aliments, mais sur le textile. Sauf que, bon, là, évidemment, ça bouscule de partout parce que, notamment, il y a un certain nombre de matières qui sont mal notées. C'est le cas de la laine. Donc là, il y a un certain nombre de gens dans la laine qui sont là. Voilà. Il y a d'autres matières, très certainement le chanvre, par exemple, qui seront a priori plutôt bien notées. Mais sauf que, de nouveau, si vous voulez, c'est pas juste de regarder les choses comme ça. Alors là, je prêche pas pour ma paroisse parce que je suis un défenseur du chanvre dans le textile. Mais si vous voulez, de nouveau, je répète ce que je disais. Ça dépend comment vous faites le chanvre. Parce que si on compare avec le coton, c'est une culture qui est décriée pour la partie agricole, parce qu'on a voulu en faire partout, année après année, sans respecter les rotations. Mais l'avantage du coton, c'est qu'une fois que vous avez récupéré la fibre, elle est très facile à traiter. Donc, le peignage, et elle est blanche. Le peignage, très peu énergivore. La filature, elle est très peu énergivore. Et c'est pas ce qu'on dit non plus, mais finalement, si vous organisez bien le transport, le coût carbone du transport n'est pas si élevé que ça. Donc ça, voilà. Le chanvre et le lin, c'est très bien. Vous pouvez le produire très facilement le lin dans sa zone pédoclimatique qui se situe le long de la Manche et de la mer du Nord, et puis le chanvre plus largement. Mais par contre, suivant le type de finesse de fil que vous allez vouloir avoir, vous allez avoir une dépense d'énergie incroyable derrière. Parce que vous allez devoir blanchir le lin,
ou blanchir le chanvre. Donc là, vous montez en température. Ensuite, vous faites la filature. Comme votre bobine de fil elle est mouillée, il faut la sécher. Vous reproduisez de la chaleur, etc., etc. Donc tout ce que vous avez gagné en aval, vous l'avez perdu en amont, pardon, vous le perdez en aval. Non, mais tout Donc- va bien. On est en train de fabriquer de l'hydrogène décarboné ici, là. Et oui, Vous avez non entendu mais parler de voilà, ça. parce que, en fait, de nouveau, si vous voulez, il n'y a pas de. Le problème, c'est qu'on cherche en tant que société, et moi aussi, on est tous comme ça, une solution miracle qui va tout régler. Et en Sauf plus, qu'en il y a- fait, il y en a- et le chanvre n'en sera pas une. Et Voilà. en plus, il y a un train désormais qui va partir de Bordeaux pour aller jusqu'à Lyon. Railcoop, d'ailleurs, c'est une COP Oui. aussi. Et qui est Ouais, c'est une québécoise, d'ailleurs. actu aussi. Donc, vous voyez, il y a Sont quand des même copains. beaucoup de cases, encore une fois, qui sont cochées et qui vous portent, en fait. Peut-être, je pense que la salle aura des questions à poser. Peut-être qu'il faudrait leur donner la parole un petit peu. D'ailleurs, s'il vous plaît, enfin bon, après vous ne vous sentez pas obligé d'inventer une question, mais ce rôle-là de cours magistral, il n'est pas forcément agréable. Par contre, le rôle de discussion, il peut être super. Donc voilà, n'hésitez pas. Et ça peut être sur tous les domaines. Et alors oui, figurez-vous, ça c'est intéressant. Alors je ne vais pas parler trop parce que j'attends d'avoir des résultats, mais on a effectivement si vous voulez, le chanvre, donc Julien l'a expliqué. Ouais. Le chanvre, c'est comme le lin, si vous voulez, sa particularité, c'est effectivement d'être une fibre longue. Donc si vous voulez faire du fil 100% chanvre ou 100% lin, vous allez utiliser une fibre. Alors suivant le type de filature, mais en grosso modo, il faut que vous soyez au moins à 25-30 cm ou au-delà. Si vous prenez des fibres plus courtes, le problème de la fibre de chanvre et de la fibre de lin, c'est que c'est très solide dans sa longueur, mais c'est très lisse. Donc le fil ne va pas tenir parce qu'il va se déliter en fait sur lui-même. Donc ce qu'on fait pour pallier à ça sur d'autres types de filatures qui ne peuvent pas traiter les fibres de longue, c'est mélanger avec d'autres matières. C'est pour ça qu'on fait dans les filatures open-end du mélange coton-chanvre. Mais alors, on a une autre possibilité qui est très intéressante parce que pour le coup, on a tous les outils en région, c'est qu'on peut mélanger la laine et le chanvre dans le même fil. Et ça, on sait déjà le faire. Donc là, on vient de refaire du fil à partir de chanvre produit en région, de laine locale en filature cardée dans les Pyrénées. Et en gros, on est sur du 55% laine, 45% chanvre. Donc là, on a un fil qu'on n'a pas encore eu le temps de tisser parce qu'on a un peu beaucoup de boulot, mais du coup, c'est pour ça que je ne veux pas trop en dire parce que j'attends de voir comment ça va se comporter au tissage et surtout après, quel type de tissu on va réussir à faire avec parce que ça restera quand même des tissus un peu… On n'aura pas la finesse qu'on a sur un fil 100% chanvre en fibre longue, il ne faut pas rêver. Mais par contre, ça peut être très intéressant pour de la chaussure, de l'ameublement, peut-être des vestes, voilà, pas au contact de la peau, c'est sûr. Mais là, il peut y avoir. Alors là, pour le coup, si ça marche, si derrière ça correspond à un besoin, là, on a un truc absolument impeccable d'un point de vue transparence et circuit, quoi. Il faut que les stylistes, après, je ne sais pas encore une fois, on prêche des convertis ici, mais s'intéressent à la matière, soit connaisseurs de matière pour dessiner le vêtement. Et pas l'inverse, parce que typiquement, voilà, ça permettra de créer des super vêtements avec cette fameuse matière qui, voilà, si on dit elle n'est pas au contact de la peau, bon, mais on la travaille de manière un petit peu plus particulière. Vous avez pris des contacts des écoles, par exemple, de designers ou de stylistes? Je finis juste peut-être sur le chanvre et la laine. Là, je vous ai parlé de la possibilité de faire un fil en fait où le chanvre et la laine sont mélangés dans le fil, donc en mélange intime. Mais nous, on fait aussi pas mal de tissus. Enfin, j'ai ramené des échantillons, je vous montrerai. Voilà, ça par exemple, c'est un tissu où le chanvre et la laine sont mélangés. Donc le chanvre est en trame et en chaîne, pardon, et la laine est en trame. Donc ça, c'est un mélange, mais pas intime. C'est la chaîne et la trame. Voilà, et ça permet de faire des très belles toiles qui sont très intéressantes et qui permettent de profiter des vertus des deux matières, quoi. Et là, par exemple, là, on a des chanvres au coton aussi. Donc c'est pareil, parce qu'on n'a pas trop parlé de la difficulté. Et là, coton laine. Enfin, voilà, là aussi, c'est intéressant parce que ça permet d'amener cette éco-responsabilité dans la réalisation de la toile. Mais c'est pour rebondir sur ce que disait Julien sur la question de s'adapter en fait à la matière. Nous, on a bien vu au début, quand on a fait les toiles 100% chanvre, Atelier Tuffery a utilisé cette toile comme vous utilisiez de la toile de coton.
Et en fait, on s'est rendu compte que non, la toile 100% chanvre, elle ne se comporte pas de la même manière, elle n'a pas les mêmes résistances à l'abrasion. Et elle a surtout une problématique qui est probablement due, et vous pourrez toucher après, mais à la qualité même du fil de chanvre. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur le lin aussi. C'est que la chaîne et la trame ont tendance à glisser un peu l'une sur l'autre. Donc ça veut dire qu'il faut s'adapter en termes de couture, il faut s'adapter en termes de construction. Bon, là, je ne suis pas du tout confectionneur, donc je ne vais pas m'embarquer sur ce sujet, mais voilà. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est passé sur du coton chanvre, parce qu'on a fait face à quand même un certain nombre de difficultés, qu'on pense qu'on saura dépasser quand on aura notre propre fil de chanvre, parce qu'on en maîtrisera mieux la qualité. Mais voilà, mais c'est clair que du coup, il faut adapter ce qu'on fait à la matière, quoi. Et Voilà. puis pareil, dans cette histoire de circuit très court, nous, ça a été, encore une fois, c'est pour ça que je vous ai dit, si vraiment c'était juste une notion là de profit immédiat, punaise, on n'aurait pas fait ça. Parce que chaque livraison, chaque millésime de chanvre était différent. Donc, depuis 6 ans, on doit avoir 8 toiles de chanvre différentes. Donc, ça aussi, nous, derrière, hein, comme les gens qui renouvelaient en disant, je suis trop content, j'en reprends un. Oui, mais je comprends pas, c'est pas du tout le même. Et oui, mais parce que circuit court, parce que à la différence du lin, ce que m'expliquait Mathieu, c'est que le lin, pour avoir une qualité constante, en fait, ils font ce qu'on peut faire sur beaucoup de denrées. Ils vont stocker en gros volume différentes cultures et ensuite, comme pour le vin, et ils vont assembler pour toujours avoir la même. Bon, mais là, on est quand même dans cette proximité un peu plus immédiate et on n'a pas ça. Donc, nous, c'est vrai que pour nous, les marques, des fois, on sort quand même sacrément les rames pour expliquer, pour informer. Mais bon, ça trie parce que finalement, le consommateur qui s'offusque de ça, alors j'ai la chance de pas beaucoup en avoir, bon, mais c'est que finalement, c'est pas un vrai bon client de cette démarche-là, quoi. Donc, ça trie aussi un peu, quoi. La question sur les écoles de stylistes, est-ce qu'ils ont été contactés pour travailler sur cette matière? Bon, on a beaucoup de gens qui nous contactent plutôt. On n'a pas forcément fait. Enfin bon, je ne sais pas que je veux pas le faire, mais c'est que bon après il y a des priorités. On n'a pas forcément contacté les écoles nous pour aller parler de ces matières-là pour l'instant. On en parle souvent quand même. Hein. J'en ai fait. Moi j'étais sur un panel de gens pour parler de ça au salon Made in France en septembre. Là aujourd'hui on est invité ici. On fait quand même un certain nombre d'interventions comme ça, quoi. Voilà. Oui, à Barcelone la semaine prochaine pour parler. Il y a un gros intérêt, c'est sûr. Après, nous là, l'enjeu, c'est surtout d'arriver à, d'une part, de faire tourner l'atelier de tissage suffisamment, hein, de structurer pour que l'atelier de tissage soit solide, et d'arriver à boucler la boucle sur la filière chanvre. C'est quand même ce qui nous prend le plus d'énergie, quoi. Voilà. Un territoire qui est une start-up nation quelque part, et je pense que vous avez raison, c'est un concept qui a 30 ans. Alors il n'est pas fini, c'est un autre modèle, et vous apportez une autre solution. Et je pense que le bon sens, même si ça nous semble une évidence pour tous, je pense que de revenir, parce que si on compare à notre ancien qui s'intéressait à la mode, le design, à l'époque, les modélistes, on travaillait la matière d'abord. Et là, on est en train de redécouvrir la matière, et on le découvre dans le vin, dans le textile, dans l'alimentaire, et on adapte ce que l'on fait autour. Et je pense que le bon sens de ce que vous apportez, ce que nous apportons tous, ce n'est plus la notion de prix, c'est la notion de temps. C'est le combat contre l'uniformité. Et c'est le pouvoir avoir de dire, j'ai des saisons, j'ai des collections, j'utilise le vêtement d'une certaine façon. J'aime à dire souvent, par exemple, quand on fait le ménage maintenant, on a des lingettes jetables. À l'époque, nos grand-mères, elles coupaient le drap, qui était un peu usé, le torchon le retransformait. Je pense qu'on revient vers du bon sens. Alors, c'est pas pour ça qu'on n'est pas moderne. On est encore plus moderne et on offre une autre solution. Et je crois qu'avec la situation de la Covid aussi, on s'est rendu compte, il y a eu un coup de frein. Stop, la consommation, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Elle doit être différente et c'est parce que nous avons besoin. Et je pense que le corps humain le démontre encore plus dans toutes les solutions qu'on a en fait dans nos entreprises, au contraire des chiffres qu'on nous annonce, soit disant formidable et que le monde va mieux et qu'il redémarre. Je pense que le monde ne va pas mieux, ne redémarre pas. Il se reconstruit différemment. Et de prendre le rythme de la construction, de la fabrication, et que ça soit porté aussi par des jeunes, je dirais, alors moi j'avais beaucoup à poser, puisque je fais partie aussi, je suis président d'une initiative, donc vous avez accompagné, et c'est vrai de se dire qu'on a quelques jeunes branchés, excusez-moi, même si c'est un peu réducteur, qui vont à Flora, un peu paumés, et qui commencent à le relancer, je trouve ça extrêmement intéressant, et que Montpellier aussi, au travers des nouvelles grisettes, on rebascule le schéma. Je trouve que l'avenir, c'est aussi ça. Alors, les startups, c'est bien, mais ça prend temps. Plus de 30 ans, c'est plus de Dieu.
Tout le monde est moderne. Non, mais je pense qu'on incarne une forme de modernité, et j'espère qu'on va pas trouver toutes les choses, parce qu'avec les autres tests, ça va être compliqué, mais je trouve que c'est la bonne voie et on a besoin d'avancer. Le modèle coopératif est assez ancien aussi, il me semble. Oui, mais il se modernise, il prend des images et des casquettes différentes, il n'a pas honte de parler business, il n'a pas honte de bousculer, de s'intéresser aux filières, parce que ça aussi c'est une nouveauté. Parce que souvent le mode coopératif apporte une solution sur un mode de fabrication, un mode de vente. Là, c'est une filière complète. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une logique industrielle, mais qui s'adapte avec tous les acteurs. C'est déjà moderne. Et vous l'avez au niveau des nouveaux modèles, des SIG, les SCOP, qui aussi ont une approche. Et puis la participation, c'est du public. Tous les consommateurs sont intelligents, ils sont conscients des choses. Et ce n'est plus l'argent qui fait la différence de l'acte. C'est ce que je veux faire, comment je veux le faire. Et c'est des choix. Vous avez parlé de 3 jeans, c'est vrai que moi à l'époque, quand on a parlé de la marque Davis, j'ai tous les 2 ans, il fallait en acheter un parce qu'il succède toujours au même endroit. Maintenant, on est capable d'avoir des matières, je choisis cette matière-là et dans 10 ans, je l'ai encore. Et elle n'est pas plus démodée. Je mets des accessoires et je change. Donc je pense qu'on revient à la créativité aussi de chacun. Et ça, c'est aussi très intéressant. Est-ce qu'on a besoin de l'utile? Exactement, mais il se fait naturellement, je pense. De toute façon, il y a, enfin, là aussi, c'est le. Enfin, il y a toutes, les Japonais le font beaucoup, ça, avec les kimonos qui ont 300 ans. Et en fait, chaque rapiessage raconte une histoire. Et c'est des gens, et c'est des pièces qui ont des valeurs inestimables et qui ne se jetteraient pour rien au monde. Donc voilà, donc on tente tout ça, juste voir. Enfin, moi, je peux que vous remercier pour votre. Ça aurait pu être la géniale conclusion de cette rencontre. Moi, j'ai deux réactions à ce que vous avez dit. C'est que, bien sûr que vous avez raison, bien sûr qu'on est tous convaincus de ça. Mais tous les jours, pour nous, marque, et je sais que dans cette pièce, il y en a qui sont confrontés à ça, c'est on prend de plein fouet cette schizophrénie ambiante. C'est-à-dire qu'il faut sans cesse faire le buzz à sortir des stories Instagram toutes les heures, parce que ça swipe très vite. Et à côté de ça, on rebâtit des filières où on en aura les résultats que dans X années. Là, il faut sacrément garder la tête froide. C'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir une espèce d'assise financière, parce qu'en fait, cet effet tampon, il faut vraiment le jouer. Parce qu'ils sont perdus le goût de tout simplement manger ça. C'est vrai que vous avez raison. Là, on vit une expérience extraordinaire, tous très contents, mais on est confronté, comme vous l'avez dit, au vent, arriver à vendre son produit. Il faut qu'on soit toujours Instagrammable, il faut toujours qu'on soit à la pointe, toujours en mouvement. C'est usant, et surtout, ça crée une forme de schizophrénie par rapport, comme vous pouvez tout d'un coup sur les plateaux, je ne sais pas, dans la montagne, avec vos paysans, qui nous parlent de la nature, tout d'un coup, le temps n'est plus tout le même. Effectivement, oui. C'est deux temps. C'est des injonctions un peu contradictoires. En effet, la mode qui est dans le moderne, qui est dans le contemporain, qui est dans l'avant-garde, et la consommation pour être court. Et au contraire, la filière champ qui a besoin de temps et de. Et puis même, là, on est filière, mais je sais qu'encore une fois, parce que je profite de cet auditoire, parce qu'il y en a, ils sont confrontés tous les jours à ça, le temps long de la marque. C'est-à-dire que moi, je suis profondément passionné et respectueux des marques fabricantes. Parce que qui dit fabricante dit mettre des gens derrière une machine à coudre 8 heures par jour. Ça, pareil, qui c'est qui connaît ces conditions-là? Alors, charge à nous de les repenser, de les réinventer, ces conditions de travail-là. C'est des métiers qui sont passionnants, qui peuvent être terriblement modernes, qui là, pour le coup, peuvent être… moi, j'ai souvent l'habitude de dire… Punaise, mais pourquoi les super conditions de travail seraient réservées à la Startup Nation? Aujourd'hui, une machine à coudre et un ordinateur, ça prend pas plus de place. Une machine à coudre, pardon, sur une table, ça ne prend plus de place qu'un ordinateur. Pourquoi on n'aurait pas des beaux endroits? Bon, cet endroit en témoigne là. Donc ça, c'est important. Et juste pour finir de rebondir sur ce que vous disiez aussi,
enfin, vous l'aurez compris, je porte la ruralité. Et pourtant, encore une fois, la semaine dernière, j'étais à Paris, il faut être très branchouille, très tout ça, vous l'avez dit aussi, mais la ruralité, elle est géniale. Et moi, je me tue à le dire quand je suis cantonné. Alors, j'en fais pas beaucoup, mais quand on est en table ronde dans les écoles de commerce, hein, c'est très drôle. Tous les jeunes, vous allez à la Business School de Montpellier, ils veulent tous devenir riches, célèbres, entrepreneurs, le plus vite possible, en inventant la dernière appli smartphone. Et ça aussi, ce temps-là, punaise, les jeunes, déjà, aller dans la ruralité, il y a des affaires extraordinaires qui demandent qu'un petit coup de jeune pour être revalorisés. Et puis, inscrivez-vous dans... Moi, c'est pareil, là aussi, on pourrait faire haute conférence de 8 heures d'affilée sur la notion d'ambition et de réussite. Voilà. Est-ce que c'est se dire oui, non, alors c'est dur, ça pique, parce que la Startup Nation et les plateaux de BFM Business n'aiment pas ça. Et nous, on est sur des réussites à 10, 15, 20 ans. C'est de revoir notre TVA. Il est inadmissible que le fabriqué français ait la même TVA que les produits qui viennent de l'extérieur, qui ne respectent rien. Et ça, on l'a bien vu dans d'autres syndicats beaucoup plus puissants dans la restauration, dans d'autres domaines, qui a permis peut-être de sauver une partie de la restauration française, une difficulté qu'elle s'est confrontée, mais on ne pas que. La mode, c'est quand même notre image. Et demain, si on ne la sauve pas, il y a des premiers leviers, j'en suis convaincu, très facile à mettre au point, c'est la TVA. Vous parliez de marge. C'est ce qui nous permettrait de souffler, de maintenir les filières. Donc on a compris que vous serez candidat aux législatives prochaines. C'est pas ça. C'est pas. Non, mais l'idée, c'est peut-être qu'on va se regrouper tous pour pouvoir porter ce message-là, parce qu'on a besoin de le porter, et ça, c'est quelque chose de très rapide et efficace. Et qui protégerait nos filières, parce que faire du français, c'est bien. On le dit aussi au quotidien avec les nouvelles recettes, pour avoir cet espace-là. Donc, certains qui nous connaissent, c'est énorme. C'est une pression au quotidien et un bénévolat qui est énorme parce que financièrement, nos ventes de structures ne suffisent pas pour l'instant. Alors, on va y arriver. C'est un combat incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'en ai une, mais allez-y. Oui. Moi, c'est quelle est la vision de cette coopérative à 10 ans? Est-ce que vous espérez avoir 5 000 hectares, 10 000 hectares? C'est parce que la France est le premier producteur mondial de l'art. De l'art représente Oui. 3,5% de la production textile mondiale. Au final, ça ne change pas grand-chose pour remplacer le bouton par le lin, etc. Ce qui me gêne le plus, c'est quand on voit le prix final d'un jean en chambre, on a plus de 100 €, c'est-à-dire qu'on s'adresse à une frange de population qui est 5%. Deuxième point, on parle de circuit court, mais il a dit qu'il vend beaucoup de produits en Asie. Donc c'est un petit peu moins intéressant. On parle de faire des produits écologiques, responsables, durables, mais au final, ce qu'il faut changer, c'est nous, c'est notre façon de les consommer. Et toutes les considérations écologiques, elles disparaissent au moment de l'acte d'achat. Quelqu'un qui prend l'iPhone achète le nouvel iPhone, et on s'en fout que ce soit fabriqué par Oxfam ou tout temps, qui est des gaz par acide dans les guerres en Chine ou ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué ce que vous en dites, mais pour ralentir la locomotive, je veux dire qu'elle va tomber dans le vide à un moment ou à un autre. Ce sont les injonctions contradictoires dont je parlais tout à l'heure, effectivement, où on a besoin de vendre quand on est en une entreprise, y compris une coopérative. Et donc, effectivement, ça demande des moyens et des marchés et de la vitesse, parfois. Après, pour répondre sur la question de la production de chanvre, après, je veux dire, nous, je vais reprendre la métaphore bien éculée maintenant du colibri, mais bon, on essaye de faire notre part. Après, il est clair que je veux dire, c'est pas ni Virocop ni Atelier Tuffery ou voilà qui va révolutionner la mode mondiale. Mais une armée de colibris. Peut-être une armée de colibris. Il faut lever. Peut-être. Mais, si elle est pas si vite. Non, nous en tout cas, si vous voulez, le schéma de production de chanvre qui est celui qu'on espère arriver à mettre en place. Après, il y a des vrais enjeux de viabilité du modèle, et comme on partait de rien, c'est difficile. On construit, on a des surprises tous les jours, mais c'est en fait d'avoir des outils de transformation qui permettent de traiter des bassins dits moyens de production. C'est-à-dire que, en gros, la défibreuse dont je parlais tout à l'heure, elle va être capable de traiter 500 hectares de chanvre. Donc, si vous voulez 500 hectares de chanvre, ça peut avoir l'air d'être beaucoup comme ça, mais en fait, c'est pas grand-chose pour les agriculteurs. En plus, voilà. Alors, ici, dans la plaine, c'est pas grand-chose. En Lozère et dans le Lot, 500 hectares, c'est beaucoup. Mais voilà. Donc, si vous voulez, c'est l'idée, en fait. Et l'idée, c'est plutôt de reproduire ce modèle à différents endroits. Et alors, c'est assez intéressant parce que nous, on commence à nous contacter d'un peu partout dans le monde
pour mettre en place des filières locales sur le chanvre. Donc là, on est en contact avec des gens à Madagascar, on est en contact avec des gens au Brésil, etc. Et ce qu'on met en place ici, j'espère que justement, c'est un truc qu'on va pouvoir faire ailleurs. Qui dit que demain, il n'y aura pas une machine comme celle-là qui est au Japon, où ils peuvent très bien produire du chanvre, et puis derrière, j'en sais rien, peut-être ils feront des jeans Tuffery en utilisant tes patrons, je sais pas. Mais voilà, c'est l'idée, parce que effectivement, c'est une vraie question, parce que le souci, on voit, quand on commence à être dans des enjeux industriels, on peut très vite, en fait, basculer. Vous voyez, je vais comparer. C'est vraiment les enjeux sur lesquels on est au quotidien en ce moment. Nous, en gros, la défibreuse, elle devrait pouvoir coûter entre 500 et 700 000 euros. Voilà, pour vous donner une idée. Derrière, c'est pas la seule étape de transformation, mais voilà. Bon, après, il faut un bâtiment, il faut un certain nombre de choses, mais c'est pour vous donner un ordre. La méthode de traitement du chanvre sur les machines du lin, donc c'est ce qu'ils utilisent en Normandie, on parle d'investissement entre 12 et 15 millions d'euros. Et en plus, si vous faites la méthode du lin, il faut que tous les agriculteurs soient équipés comme les cultivateurs du lin, ce qui n'est pas du tout le cas dans le reste de la France. Donc, ils n'ont pas les machines, ils n'ont pas les faucheuses, etc., etc. C'est possible, les solutions, elles existent, mais le problème, c'est que quand vous rentrez là-dedans, alors là, vous rentrez dans des logiques industrielles et d'échelle qui font que derrière, vous allez vous retrouver dans cette frénésie, cet impératif de rentabilité absolue, etc. Donc, c'est dès le départ, en fait, la construction du modèle que vous voulez, quoi. Et là, on est plutôt dans le truc, je vais faire une métaphore avec, je sais pas moi, le gars qui a 80 vaches laitières en bio et qui les met au pré tout le temps, et puis celui qui en a 500 et qui les a tout le temps dans la stabu parce qu'il ne peut pas faire autrement et qu'il est noyé sous les dettes. Enfin, voilà. Donc, voilà, je me plais à croire, mais je ne sais pas si j'ai raison, qu'une part de la solution vient d'un maillage du territoire avec des industries de taille moyenne, telles que certains pays ont su conserver. Comment c'est possible que la Suisse ou l'Autriche ou l'Allemagne soient des pays aussi compétitifs alors qu'ils ont des coûts de production qui sont, pour certains d'entre eux, largement plus élevés que les nôtres? C'est pour ça, c'est parce qu'ils ont réussi à conserver ce maillage, effectivement, qui fait de la haute qualité. Alors après, vous avez parlé du problème du prix pour le consommateur final. Évidemment, je suis le premier à le regretter. Je voudrais que tout le monde puisse s'acheter un jean en chanvre. À terme, c'est ce qu'on souhaiterait. C'est dommage si ça reste réservé à une élite. Je le déplore, mais aujourd'hui, j'espère qu'on fera des économies d'échelle et qu'il y aura des changements de consommation qui feront que demain, les gens, même qui ont moins de moyens, pourront finir par s'en acheter un et se le garder plus longtemps. Bon, ça, c'est un pari, je ne sais pas. Est-ce que tu disais, Julien, pour rebondir sur ça, tu vois, je suis même pas sûr, en t'écoutant, en posant la question, qu'en fait, on a pris la bonne décision. Peut-être que la bonne décision, elle est d'acheter ce fameux container. Ce container de fil de chanvre qui vient de très, très, très à l'est là-bas. Et peut-être que mon jean, finalement, je sortirai au même prix que mon jean en coton. Peut-être qu'elle est là, la solution, en fait. Peut-être que c'est ça, parce que du coup, on l'aura accessible. Et peut-être qu'on se dit, en fait, globalement, c'est peut-être en fait plus chouette. Peut-être qu'on fait une connerie, en fait, de repenser ça en région Occitanie. S'il y a une filière chinoise qui est top performante, alors il faut voir ce qu'on met dans cette notion de performance, mais en fait, peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque d'essayer de repenser ça localement. Et ça, enfin, tous les jours quand on s'endort et tous les jours quand on se lève, enfin, on se gratte un peu la tête en disant putain, est-ce que la décision est la bonne? Parce que derrière, hop, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de. Voilà, on a fait des choix. C'était peut-être aussi l'idée de nous inviter sur. Et non, mais voilà, on a fait. Les marchés de producteurs, s'ils viennent produire, je ne sais pas, ils avaient 15 œufs ou 20 œufs, c'est une chose. Quand on les met dans une ville, tout d'un coup, il en faut 200 ou 300. Et son exploitation ne devient plus agricole, sympathique, elle devient industrielle. Parce qu'on rêve tout d'avoir un marché. À un moment, il va falloir qu'on fasse des choix. Et je pense que même dans le prix, il va falloir éliminer ça. C'est soit je peux me l'acheter, j'économise. Avant, on économisait quand on achetait un vêtement, un manteau. Je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas connu leur arrière-grand-mère, vous achetez un manteau, je ne sais pas tous les combien. Il y a peut-être cette logique-là qui va changer. Le prix ne peut plus être l'indicateur de dire je suis ouvert à tous. Non, je pense que c'est tout ça. Mais même pas que, parce que c'est là où moi, ça, je vais toujours discuter avec la team de la boîte avec Gardien. Nous, aujourd'hui, on a fait un choix qui est dur, c'est que pas de main-d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas les volumes. Tiens, mais t'as vu ton concurrent là qui s'est concurrent?
mon frère, mais tu vois, qui s'est formé là il n'y a même pas 10 ans, qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, il a CG partout et tout. Mais pourquoi tu le fais pas toi? Et quand on pose des questions en disant, et c'est pas le choix que j'ai fait, tous les jours on se prend à la tronche en mode, on est ambitieux. Putain, si on est ambitieux, mais on est, l'ambition et une réussite relativement différentes. Et c'est vrai que ça arrive pas, enfin, on regarde un peu la tête froide, là ça va, on ce qu'on dit, on fait ce qu'il faut pour être bien libre. Et ouais, ça c'est dur, quoi. C'est vraiment hyper dur. Alors, quand on parle de chambre, c'est l'étape encore plus de se dire, wow, putain, on a foutu le pied dans un truc là, et on ne sait même pas quand est-ce que ça sera rentable, tout ça, quoi. Mais dans notre émulation de chef d'entreprise, tiens, moi je trouve que j'ai encore plus de notions de réussite quand je vais partager avec les agriculteurs du chambre, les éleveurs de la laine, que faire ma journée à X milliers d'euros. C'est une certaine source de. C'est aussi pour ça qu'on a dit qu'on a des investisseurs et tout. Et ça, ce discours-là, c'est. Là, on rend compte à personne, mais c'est très bien, à quand le client. Bon, voilà, on explique pourquoi c'est cher et tout ça. Et ça, c'est dur. C'est parce que je dis aux jeunes à l'école de commerce, c'est. Bâtissez vos modèles-là et posez-vous des questions sur ce que vous avez vraiment envie de la réussite et l'ambition. C'est quoi pour vous? C'est dur, très très dur. C'est le plus dur du dur. Et souvent on le voit, pardon, après je ne parle plus, mais et je leur renvoie à mes petits confrères là, qui sont trop cool, qui se sont créés à la base de start-up, qui sont des gros machins, que vous connaissez tous, je ne citerai pas. À la base, ils l'ont créé sur un contrat, putain, qui était génial, le contrat de base, plus éthique, moins de distance qu'il faut faire, producteur-consommateur, une mode qui ralentit, une mode qui va moins vite, une mode qui est plus vertueuse, une mode qui est plus éthique. Putain, 6 ans après, les gars, il est où votre contrat? Vous avez foutu des gros coups de ciseaux dedans? Ah, ça a basculé. Et moi, je leur remets parce que je dis que vous êtes en train de scier la branche sur laquelle tout ça scie. Et elle était chouette, cette branche, parce que c'était une nouvelle branche de vieil arbre. Et ça, c'est dur. Voilà. Ils sont des corps maintenant. Comment? Ils sont entreprises à mission, des corps. De la taille de. Ah, Alors, c'est le oui, aussi. ouais, sauf que quand on va à EMAP, et qu'on sait comment c'est fait, la pression sur les prix, la pression sur les quantités. Dans le public, il y avait un pays qui font ça à la EMAP. Oh, c'est pas moi qui ai c'est très dommage, quoi. Mais le consommateur, il n'est pas idiot, il commence à s'en rendre compte. Non. C'est dans le textile ce qui s'est passé dans l'alimentaire. Enfin, je veux dire, après, bon, effectivement, chaque consommateur n'est pas le nez sur la filière qu'il y a derrière son pot de yaourt ou derrière son. Voilà, mais il y a quand même eu une révolution en 15-20 ans sur l'alimentation. On peut espérer qu'il y ait la même chose. Là, enfin, moi, je vois sur le textile, on voit apparaître des choses qu'on n'imaginait pas avant. Maintenant, on sait qui a filé, d'où vient la matière première, etc. Et on est dans des trucs qui sont effectivement encore plus complexes que dans l'alimentaire, parce qu'il y a bon, voilà, enfin, vous le savez très bien, on a plein de transformateurs. Ils sont en train de bouger quand même, j'ai l'impression. Après, c'est toujours pareil, il faut avoir. Voilà. Et. J'ai une contraction, complètement. Sur des choses qui se les posent. Pour appuyer le débat, effectivement, ici, ce tiers-lieu, parce que nous sommes un tiers-lieu, effectivement, qui est porté par une énergie de beaucoup de bénévoles, parce que ce tiers-lieu n'existerait pas sans le bénévolat, sans des personnes qui sont engagées. Alors maintenant, effectivement, il y a des personnes qui nous ont rejoints, des partenaires. La région, un grand merci, parce que effectivement, la région s'engage sur les filières, et c'est hyper important, c'est-à-dire c'est tout le circuit. Et